Jean-Louis Barrault. Au début de la saison 1934-1935, Tania Balachova me passa un livre, tout nouvellement paru, d'un écrivain américain, peu connu à cette époque, William Faulkner. Tandis que j'agonise. Traduction de Maurice Coindreau. Faulkner fut une révélation, une déchirure, une espèce de vision, une fenêtre qui s'ouvre dans les brouillards de la montagne et découvre tout un horizon. Il me sembla que grâce à ce sujet, je pourrais rassembler toutes les idées et sensations que j'avais accumulées sur le théâtre. Fabriquer mon premier objet. Pendant 6 mois, je ne travaillais plus à rien d'autre. C'est l'histoire d'une mère qui, malade, veut qu'à sa mort, ses restes soient conduits sur la charrette familiale, entourée de tous les siens, jusqu'à la ville. Dans cette famille, un fils adultérin. La passion du bâtard est le cheval. C'est sur son cheval qu'il fait tout le voyage, à côté de la charrette qui transporte le cercueil. Être à la fois homme et cheval me tentait. Je voulais que l'acteur fût un instrument complet, capable de suggérer et la bête et le cavalier, et les deux traversant un gué ou poursuivis par des busards. Interpréter à la fois l'être et l'espace. Je travaillais donc le cheval. Le matin, sur le proscénium du théâtre de l'Atelier, devant le rideau fermé, je profitais de la lumière dont avaient besoin les femmes de ménage qui nettoyaient la salle. Suffisamment forcené pour ne pas être intimidé par leur présence, je travaillais mon cheval en slip. J'étais nu, n'ayant pour tout vêtement qu'un slip. Bien entendu, aucun accessoire ne pouvait indiquer la présence de ce cheval imaginaire que je m'évertuais à dresser. Dans mon ardeur passionnée, j'oubliais facilement la présence de ces braves femmes qui ramassaient dans un panier les détritus laissés par le public de la veille. Le bruit discret de leurs balais ne m'importunait nullement. Un beau matin, pourtant, mon attention est distraite par quelque chose. Je m'arrête et aperçois l'une d'elles qui était plantée devant moi, accoudée sur le manche de son balai. Je réalise rapidement qu'elle devait m'observer ainsi depuis déjà quelques minutes. Je la regarde un peu gênée, comme pris en faute. Elle ne bouge pas et continue de me fixer comme par une sorte de prolongement de pensée. Je lui souris et elle me dit: je voudrais bien savoir ce que vous fabriquez comme ça, tous les matins, depuis quelques jours que je vous regarde sur ce cheval. Quelle victoire! Quel encouragement, quel spectateur que cette femme! Le jour de la première approchait, 6 juin 1935. 2 jours avant le lancement, le drame arrive, panique chez les comédiens, mutinerie à bord. L'actrice qui interprétait la mère tombe malade. En fait, elle s'enfuit, je ne la revis jamais. Je m'exclame: on passera tout de même! Les autres: mais comment? Tu deviens fou? C'est le rôle principal. Je ferai la mère. La mère, plus le fils. Mais ils ont des scènes ensemble. Fou à lier. L'heure de la représentation arrive. Tout Paris est monté à Montmartre pour la curer. Le travail de Baba, on ne va pas manquer ça. Baba est le surnom qu'il m'avait donné. C'est la houle des grandes catastrophes qui met tout Paris en joie. Le rideau se lève. On nous découvre tous à poil, sexe à peine caché. Tempête de rires et de cris d'animaux. On joue. Le public se calme. La salle est comme de l'eau stagnante. La scène du dressage du cheval arrive. Le silence se fait. Je le sens. Pour la première fois,
coagulant tout le public, l'ensevelissant pour n'en faire qu'une seule pâte. Ça chauffe, la scène dure une dizaine de minutes. Tenant ainsi public et cheval par ma bride imaginaire, je me mets, par volupté, à improviser quelque peu. J'ai ma femme de ménage dans les muscles. Scène ou numéro, appelez ça comme vous voudrez, théâtre en tout cas, que je termine par un galop percutant sur la salle, cheval à genoux, relevé, cambré sur pattes de derrière et sorti rapide, au galop. C'est gagné. Les voilà qui marchent. Et qui marchent d'autant mieux qu'ils étaient venus là pour chiner, comme dit Feydeau. Et c'est l'agonie de la mer, la traversée de la rivière, les contrepoints de l'incendie, fin, sifflet, triomphe. Il s'est passé quelque chose. La salle se dispersa, les camarades sortirent avec leurs amis. Un homme m'attendait, c'était Antonin Artaud. Le spectacle l'avait mis dans un état d'exaltation. Sa fièvre s'accorda à la mienne, pas encore tombée. Nous descendîmes tous deux sur le boulevard Rochechouart et nous partîmes ensemble sur 2 chevaux imaginaires, galopant jusqu'à la place Blanche. Puis il disparut brusquement, il était ivre d'enthousiasme. Quelques jours plus tard, il écrivait la page que voici. Il y a dans le spectacle de Jean-Louis Barrault une sorte de merveilleux cheval centaure, et notre émotion devant lui a été grande, comme si, avec son entrée de cheval centaure, Jean-Louis Barrault nous avait ramené la magie. Ce spectacle est magique, comme sont magiques les incantations des sorciers nègres quand la langue qui bat le palais fait la pluie sur un paysage. Il y a dans ce spectacle une force secrète et qui gagne le public comme un grand amour gagne une âme toute prête à la rébellion. C'est là, dans cette atmosphère sacrée, que Jean-Louis Barrault improvise les mouvements d'un cheval sauvage et qu'on a tout à coup la surprise de le voir devenir cheval. On n'oubliera plus la mort de la mer, avec ses cris qui reprennent à la fois dans l'espace et dans le temps, l'épique traversée de la rivière, la montée du feu dans les gorges d'hommes, et surtout cette espèce d'homme-cheval qui circule à travers la pièce, comme si l'esprit même de la fable était descendu parmi nous. On peut dire que c'est cela, le théâtre, ce que Jean-Louis Barrault en a fait. Mais d'autre part, du théâtre, cette réalisation n'a pas la tête. Je veux dire le drame profond, le mystère plus profond que les âmes, le conflit déchirant des âmes où le geste n'est plus qu'un chemin, là où l'homme n'est plus qu'un point et où les vies boivent à leur source. Mais qui a bu à la source de vie ? Après Dulin, après Decroux, c'est le caractère grandiose d'Antonin Artaud qui m'a le plus frappé. Je devais subir Artaud jusqu'au mimétisme. C'était un personnage double. L'un était d'une lucidité vertigineuse. Il avait conscience de tout ce qui se passait à la fois autour de lui. À droite, à gauche, devant, derrière, tout près, très loin. Il captait le présent dans tous les sens. De tous ses sens, une perception d'œil de mouche. L'autre, Artaud, était un personnage embrasé et voyant. On avait l'impression que l'on avait monté sur une voiture de tourisme un moteur d'avion. Sans calmant, Artaud explosait de partout.
Il était royalement beau. Nous nous voyions presque quotidiennement. Souvent, il arrivait au grenier avec 2 ou 3 roses dans la main qu'il m'apportait. Il me demandait de l'imiter. Je m'exécutais. Au début, il souriait, attentif aux moindres détails. Il approuvait, puis s'énervait. Je me souviens qu'un jour, lors d'une de ses imitations, il se sauva complètement exalté en hurlant dans les rues « On m'a volé ma personnalité! On m'a volé ma personnalité !» Je ne le revis pas de 3 jours. Lui avais-je fait du mal? Non, nous n'étions dupes ni l'un ni l'autre. Il était un merveilleux écrivain, mais il était aussi acteur. Et c'est en poète qu'il avait toujours joué. Il avait joué chez Dulin, dans les débuts de l'atelier. Un jour, dans Huon de Bordeaux, d'Alexandre Arnoux, que montait Dulin et où Artaud devait tenir le rôle de Charlemagne, voilà qu'au cours d'une répétition, Artaud arrive et avance vers le trône à 4 pattes. Dulin était terrorisé par Artaud. Toutefois, cette montée sur le trône à 4 pattes lui paraissait un peu trop stylisée. C'est donc avec beaucoup de précaution que Dulin essaie de dissuader Artaud de cette interprétation. Tu sais, l'empereur Charlemagne arrivant à 4 pattes, cela ne me paraît peut-être pas très exact. Artaud se relève, se dresse et le bras brandi verticalement, l'air impérial, il lui lance « Oh! Alors, si vous travaillez dans la vérité !» Artaud ne s'en était pas moins penché avec sagacité sur le problème de la diction et sur l'importance du geste. Mais il ne pouvait aborder une matière qu'en alchimiste, en musicien. Paris, 14 juin 1935. Mon cher baron, tu sais en quel honneur je tiens et ton œuvre et ce que tu es. Tu comprendras donc dans quel esprit je te parle quand je t'écris. Il n'est d'ailleurs pas question que tu puisses si peu que ce soit m'en vouloir de ce que je vais te dire, mais je ne veux pas que tu puisses conserver en toi même l'ombre d'une amère pensée. Je ne crois pas une collaboration possible entre nous, car si je sais ce qui nous unit, je vois encore mieux ce qui nous sépare, et qui tient à une méthode de travail, qui, partant de 2 points de vue totalement opposés, aboutit à un résultat qui n'est pas le même, malgré les apparences. Je t'ai d'ailleurs vu travailler dans les Cenci quand je te demandais de faire répéter les acteurs. Tu les triturais d'une façon où tu mettais tellement de toi que tout de même, à la fin, les choses sortaient du cadre. Enfin, plusieurs fois devant moi, tu as fait une réserve sur ma façon personnelle de travailler, concernant le fait qu'étant avant tout auteur, je ne poussais pas assez loin les choses et que je me heurtais dans la réalisation à des obstacles que je ne pouvais pas vaincre, faute de travail et d'application. Or, et c'est une chose à laquelle je tiens par-dessus tout, je ne crois pas aux cloisons étanches, et spécifiquement en matière de théâtre. C'est à la base de tout ce que j'ai écrit depuis 4 ans et plus. Je ne veux pas proclamer un spectacle monté par moi s'il y avait même un clin d'œil qui ne m'appartienne. Si dans les Cenci tout n'a pas été réglé de la sorte, c'est que les Cenci sortaient en partie du cadre du théâtre que je veux faire et que j'ai été en fin de compte débordé par l'immensité de la tâche que je m'étais imposée. Enfin, je ne crois pas aux innovations, surtout depuis le surréalisme, parce que je ne crois plus à la pureté des hommes.
Et si haut que je t'estime, je te crois faillible, et je ne veux plus m'exposer même à l'ombre d'un risque de ce côté-là. Je ne suis pas homme à supporter qui que ce soit auprès de moi, même dans une œuvre, quelle qu'elle soit, et après les Cenci, moins que jamais. S'il y a des animaux à faire passer dans ma pièce, je les ferai passer moi-même, sur le rythme et dans l'attitude que je leur imposerai. Et je trouverai les exercices qu'il faut pour leur faire trouver cette attitude, où il faudra qu'il soit démontré que je ne suis qu'un vulgaire théoricien, ce que je ne crois pas. D'ailleurs, je te répète qu'au point où tu en es, il faut que tu réalises ton œuvre, et avec ta façon personnelle de comprendre certaines idées. Moi, j'ai l'intention de me recueillir pour quelque temps et d'essayer de chasser enfin les vices qui me paralysent. Cela peut durer quelques mois. Pendant ce temps, vois Conti. Il est très capable de te trouver le peu d'argent qui te sera nécessaire et il pourra arranger tes affaires très bien. Je suis allé le voir pour lui parler dans ce sens. Il m'a été formellement promis que mon article sur toi paraîtrait le 1er juillet à la NRF. Et nul ne le trouve trop élogieux. Je te serre affectueusement les mains. Antonin Artaud. Paris, 22 juillet 1935. Mon cher Barreau, si tu es amateur de belle nature, riches et doués, comme on dit, j'ai peut-être une belle nature à t'envoyer. Une femme qui fait de la peinture, des affiches, qui a fait de la danse à 14 ans, qui écrit avec sensibilité au beau sens du mot et des langages, qui aime à tort et à travers, qui fut resplendissante et belle, et qui, à 18 ans, a étrangement épaissi. C'est peut-être beaucoup, ce n'est peut-être rien, en tout cas, c'est à voir. Et comme tu crées une troupe, ça vaut la peine d'essayer. J'ai l'impression que ces dons dépendent de qui l'aura en main et saura fixer son vibrant éparpillement. Je t'embrasse. Antonin Artaud, 12 rue Victor Considérant, Paris. PS, il s'agit de théâtre et c'est comme actrice possible que je te l'envoie. Nom daté, hiver 1935-1936. Mon cher Barreau du Nouveau, hier à la NRF, Malraux m'a remis une tragédie. Une vraie, d'un basque, je crois, Roland Purnal. Créon d'Halicarnasse. C'est les 7 contre Thèbes d'Échille, vus à travers Sénèque, et celui-ci à travers le parler d'égoutier psychanalysé. Il y a presque un mythe reconstitué des objets magiques et un langage d'une alchimie fort curieuse. Le ton y est, l'action y est, la poésie, la teneur souterraine du vrai tragique. Le mythe moderne n'y est pas. Mais il frise. C'est tout de même grand. Laisse tes recherches de personnages humains. L'homme est ce qui nous emmerde le plus et revient aux dieux souterrains, c'est-à-dire aux forces innommées et qui s'incarnent quand on veut les saisir. D'un ami, Antonin Artaud. PS, et puis il faut aussi que je te lise ma tragédie, Le supplice de Tantale. Tout être doué d'une imagination fertile passe de l'autre côté. Il sort de son propre cercle, mais il en est conscient. Et cela lui permet de revenir, de rentrer en lui. Artaud n'arrêtait pas de se quitter. Tant qu'il gardait sa lucidité, il était fantastique, royal. Prodigieux dans ses visions, drôle dans ses réparties, il était tout huilé d'humour. Mais quand, sous l'effet de la drogue ou de la souffrance, ses échappées le submergeaient, la machine se mettait à grincer. C'était pénible, douloureux. On souffrait pour lui. Son corps était raidi, retourné comme quelqu'un qui se déforme sous la torture. Ses dents s'usaient à se manger les lèvres. Sa boîte crânienne
se développaient outre mesure, comme sous la poussée du cerveau. Ses orbites apparaissaient d'autant plus grandes que le regard portait loin, comme un laser. Son feu intérieur le calcinait. Sa voix était à la fois rauque et haute. Un enfant incendié par lui-même. Car nous eûmes des joies d'enfant. Une fois, dans Passy, la mère d'une jeune et belle actrice de notre connaissance nous invita à dîner. C'était une bourgeoise fortunée, soucieuse de montrer une attitude éclairée vis-à-vis de notre communauté théâtrale. Artaud prit ses bonnes intentions au pied de la lettre. Au milieu du repas, il se déshabilla jusqu'à la ceinture, m'invita à suivre son exemple et donna une démonstration d'exercice de yoga. Puis resta à moitié nu devant son élégante hôtesse, laquelle ne trouva pas de meilleur hommage à rendre à cette si délicieuse représentation que de se demander à haute voix comment la comédie française ne l'avait pas encore découvert. Là-dessus, Artaud frappa des petits coups de sa cuillère à dessert sur le crâne de la dame et lui fit retentir aux oreilles cette exclamation de sa bizarre voix métallique. « Madame, vous m'énervez !» Parfois, il ne se rendait pas compte de l'intensité de sa voix. Pour l'aider à monter la conquête du Mexique, Jean-Marie Conti, fan d'Artaud, avait un autre soir organisé un dîner avec de possibles donateurs. Tout ce beau monde avait répondu à l'aimable invitation, surtout pour approcher Artaud. Au salon, notre poète rageait ferme. À mon oreille, il hurlait, croyant parler à voix basse. Enfin, il réclame le silence et éructe. Si j'ai accepté de me faire chier avec vous tous, c'est pour que vous puissiez rendre au théâtre et aux hommes un peu de cet argent que vous extorquez aux pauvres gens. Etc., 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 etc. Enfin, quelque chose de cette veine. La soirée tourna court et la conquête du Mexique ne fut pas montée. C'est lui qui alla au Mexique pour recouvrer la santé grâce aux cérémonies magiques. Il avait la hantise de la santé. Il est allé au Mexique pour retrouver la santé. Par la danse du peyote. La Havane, 31 janvier 1936. Mon cher Barou, à peine arrivé à la Havane, j'entre dans un courant nouveau, à croire qu'il n'y a jamais d'illusion, et qu'on ne peut rêver que ce qui existe. Jusqu'à présent, les horoscopes et ma foi intime, qui ne m'ont jamais trompé, prouvent que le Mexique donnera ce qu'il doit donner. Un rêve. Point noir, tiendrai-je. Des taxes imprévues et qui pleuvent, un changement de classe obligatoire sous peine de ne pas entrer au Mexique me force à te demander, si tu le peux, quelque chose de plus. Ne serait-ce qu'au moins 500 francs. Envoie-les dans ces cas de toute urgence et par les voies les plus rapides à la légation de France à Mexico, avec laquelle je suis et serai continuellement en rapport là-bas. Si les choses continuent à flamber comme elles ont commencé depuis le début de janvier, je renverrai fin mars le tout ensemble. Je te remercie et t'embrasse. Antonin Artaud. PS, je t'écrirai plus longuement et mieux de Mexico. Mexico, 17 juin 1936. Mon cher Barreau, non, c'est plutôt moi qui regrette d'avoir été amené à te demander encore quelque chose. Mais c'est un détail, crois-le. Je me débat depuis 4 mois au milieu de difficultés financières incroyables. J'ai placé des articles dans des revues et journaux et c'est ainsi que je me défends.
Je suis devenu depuis un mois le collaborateur régulier du Nacional Revolucionario, journal gouvernemental. Mais tout cela ne serait pas intéressant si ces articles ne m'avaient servi à défendre un point de vue unique et à répandre les idées mêmes que je suis venu manifester ici. Peu de gens ont en effet compris le but de mon voyage à Mexico. Il ne s'agissait pas de changer de vie et de fuir la France où je ne pouvais plus trouver place. Je ne puis te donner de précision, mais je t'ai fait allusion un soir, en sortant de chez Sonia, au but vrai de mon voyage au Mexique. Et je t'ai dit qu'il y avait des cavernes au Mexique. L'important est que certaines idées fassent leur chemin. Et je suis maintenant assuré qu'elles le feront. Ce que je dis et ce que j'écris porte, et c'est l'essentiel. Je suis venu ici trouver les moyens de vivre en sécurité en France à mon retour. Et il faudra que les choses changent, à tout prix. Je suis donc venu ici chercher la force et les forces de pousser à ce changement. Je ne vois pas pourquoi ce qu'il y a de meilleur dans un pays devrait continuer à être comme automatiquement sacrifié. Je me débat donc d'abord pour vivre, et le pain quotidien, surtout. Enfin, pour sortir du Mexique et rejoindre certaines tribus et m'initier à leurs pratiques. Je ne vais pas au hasard, mais j'ai depuis Cuba un filon. J'ai une chose précieuse à trouver. Quand je l'aurai en main, je pourrai automatiquement réaliser le vrai drame que je dois faire, avec la certitude, cette fois, de réussir. Il ne s'agit peut-être pas de théâtre sur les planches. J'ai une revanche à prendre contre bien des gens et bien des choses, et il n'est pas possible que je ne l'apprenne pas. Tu dois comprendre que j'en ai gros sur le cœur et qu'il y a des saloperies que je ne peux oublier. Je suis venu au Mexique pour rétablir l'équilibre et briser la malchance, car c'est de cela qu'il s'agit. Malchance extérieure et intérieure, et l'extérieur vient aussi de moi. Je compte d'ailleurs rentrer sous peu, c'est-à-dire d'ici 3 ou 4 mois, fin septembre, début d'octobre. Et j'espère être définitivement armé à ce moment-là. En ce qui concerne l'offre que tu m'as faite, voici. Je vis au jour le jour, et sans un sou devant moi. Mais ma situation peut changer d'un jour à l'autre, et illisible. À me faire donner une mission, payer celle-là par le gouvernement de Mexico. Donc, fais ce qui te paraîtra juste. Aujourd'hui, 1000 francs serait pour moi le pactole. Je ne sais ce que l'avenir me réserve. De toute façon, rentrer en France signifierait pour moi que j'ai en main des moyens suffisants. Je pourrais donc rendre en rentrant ce qui m'aura été avancé. Donc, en fonction de ce que je viens de te dire, prends la décision que ton jugement t'inspirera. Je te serre amicalement les mains. Antonin Artaud, Légation de France, l'Arma 35, Mexico DF, Mexique. Mexico, 10 juillet 1936. Mon vieux barreau. Depuis ma dernière lettre, la situation a changé. Une pétition signée des intellectuels et artistes les plus éminents de Mexico est adressée ces jours-ci au président de la République, contresignée en outre par plusieurs ministres et départements ministériels, afin de me donner les moyens d'exécuter une mission auprès des vieilles races d'Indiens. Il s'agit de retrouver et ressusciter les vestiges de l'antique culture solaire. Mais il faut me tenir en vie jusqu'à ce que tout soit prêt. Et tel Bernard Palissy, je brûle les meubles et vis en ascète et en désespéré. Il faut que mes amis de Paris m'aident. Je te demande donc sans plus attendre de faire un effort et d'envoyer ce que tu pourras. Soit que tu le réunisses entre amis, soit que tu me l'envoies directement. Je n'ai plus honte de te le demander, car ma situation actuelle est grave, mais le résultat de toute cette attente peut être fulgurant. Il faut qu'on me fasse confiance à Paris. Comme ici, les milieux officiels me font confiance, mais ils sont seuls. Mon effort est désespéré. Fais un effort désespéré et d'urgence, surtout de grande urgence, car je suis à bout de force, de résistance et de réserve. Je n'en puis plus et je compte sur toi. Antonin Artaud. Les exaltations les plus enfiévrées d'Artaud
savait presque toujours garder un recoin de prodigieuse lucidité. Artaud eut longtemps pour se défendre une savante possibilité d'humour. Dans ses rictus les plus exacerbés, il savait garder près des lèvres un petit sourire de coin dont l'intime n'était pas dupe. À Mexico, le 18 mars, dans les salons de l'Alliance française, il avait déclaré « Jean-Louis Barrault est, à Paris, le représentant de cette recherche d'un théâtre de la révolte humaine qui n'accepte pas la loi du destin. Un théâtre rempli de cris qui ne sont pas de peur, mais de rage. Et encore plus que de rage, du sentiment de la valeur de la vie. C'est un théâtre qui a une conscience énorme du rire et qui sait qu'il y a dans le rire une idée pure, une idée bienfaisante et pure des forces éternelles de la vie. Artaud, insatisfait sans doute des joies artificielles que procure le théâtre, transporta ses propres possibilités théâtrales dans la vie. Il vécut authentiquement son personnage et se consuma avec lui. Il devint théâtre. Quand je le revis, il ne pouvait plus revenir dans son cercle. Il repartit pour l'Irlande. Il en revint avec la canne de Saint-Patrick. Il me la présenta également comme la canne de Lao Tse. Il brandissait sa canne en poussant des hurlements. Rodez, 15 avril 1943. Mon très cher ami, j'ai bien reçu le mandat de 1000 francs que vous avez eu la bonne pensée de m'envoyer, mais j'aurais voulu surtout recevoir un mot de vous, car je n'ai jamais eu directement de vos nouvelles depuis 5 ans et 7 mois que je suis interné. Vous connaissez pourtant bien, mon cher Jean-Louis Barrault, l'effroyable histoire de police et d'envoûtement qui est à l'origine de cet internement. Et vous avez eu bien souvent connaissance, à Paris, et pour avoir été mêlé au drame et au bouleversement qu'il produisait dans la capitale, du mystère initiatique qui était au fond de la vie d'Antonin Artaud et de son vivant. Je me souviens vous avoir entendu lui dire, un jour, dans votre atelier de la rue des Grands Augustins, il paraît que tu es Dieu, ce qui en fait était une erreur, mais correspondait à une vérité profonde et à un mystère qui est dans le catéchisme, celui qu'on appelle le mystère
de la rédemption. L'âme d'Antonin Artaud était celle d'un ange, l'un des anges les plus près de Dieu. Et cet ange a un nom, Hippolyte. Et il a eu nom et s'est incarné sur terre en la personne de celui que l'Église a canonisé sous le nom de Saint Hippolyte, qui fut évêque du Pirée au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais Saint Hippolyte est revenu sur terre bien des fois de votre temps à vous, Jean-Louis Barrault, en la personne d'Antonin Artaud, puisque Saint Hippolyte était ce qui était son âme, et que cette âme ne mourra jamais, pas plus que la vôtre. Et vous-même, il faut que vous voyiez maintenant le saint et l'ange que vous étiez, et qui lui non plus ne mourra jamais. Or, cet ange Hippolyte a porté Dieu sur terre, puisque Dieu, en ce temps, je veux dire avant le départ d'Antonin Artaud pour l'Irlande, ne pouvait pas encore avoir un corps ici-bas. Et il l'a porté jusqu'à ce que le péché en soit lavé et expié, afin que Dieu puisse y descendre. Quand il serait